La guerre des boutons a été l'un des plus grands succès publics du cinéma français de tous les temps. Pourtant, Yves Robert a eu le plus grand mal à faire exister ce film, dont les personnages sont des enfants, et donc forcément sans vedette rentable. Devant les refus successifs des financeurs possibles, il fonde avec sa femme Danielle Delorme une société de production, Laguéville, pour pouvoir le réaliser. L'univers de ce film est difficile à situer dans le temps. On y navigue entre des couches temporelles et des imaginaires qui ont l'air de venir d'époques différentes et dont le mélange est plus ou moins cohérent. Le roman de Louis Pergaud a été publié en 1912 et inscrit l'histoire de ce conflit entre bandes rivales dans l'avant-première guerre mondiale. Le village et ses habitants adultes sont très archaïques et semblent relever des années 30 et des propres souvenirs d'enfance du cinéaste, né en 1920, plus que des années 60 où il est tourné. On y fait boire en famille, en riant, de l'eau-de-vie aux enfants, et on s'amuse à les voir tituber. Les hommes entre eux se réconcilient en vidant plusieurs bouteilles de vin par personne. On est presque étonné de voir des tracteurs contemporains dans cette campagne où les mœurs et les idéologies sont décalées de plusieurs décennies par rapport à la modernité technique. Le film est surtout traversé par un imaginaire d'après-guerre, alors que la guerre de 39-45 est finie depuis longtemps et que l'on est en réalité en train de sortir d'une guerre contemporaine totalement différente, la guerre d'Algérie, dont le film ignore tout. Les enfants chantent le chant du départ quand ils partent en guerre contre les ennemis du village voisin. Pour humilier les vaincus, ils les dégradent selon le rituel qui consiste à enlever les boutons, les lacets et les insignes des militaires qui ont été destitués de leur grade et de leurs fonctions, comme l'avait été spectaculairement Dreyfus. Les adultes s'affrontent avec des grenades rouillées qui sont des reliquats de la dernière guerre et qui jugent à tort inoffensives. Une autre couche d'imaginaire, de loin la plus surprenante et la plus sympathique du film, relève d'un esprit front populaire. Les enfants, entre eux, se posent très gravement des questions de démocratie, d'égalité, de représentation du pouvoir, et finissent par constituer une sorte de coopérative ouvrière pour financer la construction de leur cabane collective, qui ressemble plus à une maison qu'à une cabane précaire. Leur principale source de revenus est la vente d'animaux, petits et gros, qu'ils savent trouver, capturer et vendre. La capture du renard ne manque pas de cruauté. Ils l'enfument pour le faire sortir de son antre et l'assomment en riant avec une grosse pierre. Il est clair que le rapport aux animaux est d'une autre époque et relève d'une culture innocemment campagnarde. Comme la vraie guerre, celle que se livrent les deux communautés d'enfants est traitée dans le film comme une histoire d'hommes. Alors que l'on imagine qu'il y a forcément autant de filles que de garçons dans ces deux villages, une seule fille a le droit d'entrer dans le scénario, où elle est forcément la petite amie du personnage le plus prestigieux de la communauté des garçons. Son rôle dans la fiction est un modèle réduit du rôle des femmes dans les années 30-40. Elle balaye le sol de la maison cabane construite par les garçons. Elle recoue les boutons arrachés par les ennemis. Elle est même l'objet d'une invite sexuelle par un garçon dont elle soigne la jambe. Mais au moins elle ne reste pas passive et se défend vivement de cette agression. Le film est tourné en 1961, 2 ans après les 400 coups de Truffaut et à bout de souffle de Godard. Il sort en 1962, la même année que Vivre sa vie et Adieu Philippines. La nouvelle vague débutante avait fait le choix d'assumer une rupture radicale avec l'après-guerre. Tout était en train de changer rapidement au début des années 60. Les cinéastes de ce mouvement ont voulu s'imposer comme la première génération de l'après-après-guerre et inventer les scénarios, les personnages, les acteurs et l'esthétique qui pouvaient rendre compte de cette mutation du début des Trente Glorieuses. Yves Robert, lui, veut faire un film populaire qui s'adresse au public le plus large et mise beaucoup sur la nostalgie d'une époque qui est en train de s'effacer. Il fait donc appel à un cinéma d'avant la mutation de la nouvelle vague,
sauf peut-être dans le filmage de certaines scènes caméra à la main dans la forêt. Le scénario utilise des procédés qui ont fait depuis longtemps leurs preuves, comme la présence d'un petit Gavroche de campagne, Petit Gibus, qui est un bon vecteur comique avec sa phrase fétiche qu'il répète tout au long du film « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Elle va devenir une phrase culte dans le catalogue des dialogues célèbres du cinéma français. Une scène a entravé le succès public aux États-Unis, celle où l'un des deux groupes a eu l'idée de passer à l'attaque absolument nue pour empêcher les ennemis de les punir en coupant leurs boutons. Les ligues de vertu puritaines américaines sont choquées par ces scènes de nu et font une campagne contre le film. On pourrait s'attendre à ce que le film se termine par une grande scène d'affrontement guerrier entre les deux bandes. Mais il change heureusement de ton pour devenir beaucoup plus mélancolique et grave. La dernière scène, où les deux chefs ennemis se retrouvent comme en prison, dans un internat sinistre, peut évoquer Zéro de conduite. Le film a d'ailleurs obtenu le prix Jean Vigo. Les pères sont disqualifiés par leur incapacité à s'intéresser réellement à leurs enfants. Ils sont trop enfermés dans leur étroit univers d'adultes et leur idéologie est triquée. Les fils, en toute fin de film, énoncent clairement leur souhait de ne jamais leur ressembler. Cette fin ouvre donc un espoir, porté par les enfants, de sortir de cette société archaïque totalement étanche aux mutations que connaît la France en ce début des années 60. L'instituteur, qui est le plus beau personnage adulte du film, compréhensif et tolérant, vient rendre visite aux deux adolescents rejetés par leurs parents dans cet internat. Comme si c'était lui, par sa capacité d'empathie et de générosité, qui méritait finalement d'incarner en fin de film, hors famille, une bonne figure paternelle.